Donc aujourd'hui, on va vous parler comment faire chauffer les neurones de votre smartphone Android avec du deep learning. Pour commencer, j'aimerais bien parler du on-device intelligence. Qu'est-ce que c'est on-device intelligence? Il y a un exemple que vous comprenez parfaitement, c'est le Smart Reply du Underwear 2.0. Donc grâce à un modèle déjà enregistré sur Underwear, qui est un modèle de conversation, et le Underwear est capable de prédire la réponse par rapport à un message reçu. Donc l'année dernière, pendant le WWDC, iOS a sorti leur application de machine learning. Donc c'est grâce à des on-device intelligence, ils sont capables de regrouper des photos selon l'événement et aussi taguer les visages. Tout ça, c'est grâce à l'évolution de hardware et le loi de Moore continue à prédire l'avancement du hardware. Il y a le CEO d'Intel qui dit on va continuer à produire des processeurs, des CPU le plus petits, 10 nanomètres, 7 nanomètres, même 5 nanomètres. Et vous connaissez sûrement tous la sortie de Samsung S8. Donc c'est le premier device Android qui utilisait le Snapdragon 835. Donc c'est le premier CPU de 10 nanomètres. Et ce CPU a un point spécial parce qu'ils ont intégré le DSP, donc c'est Digital Signal Processor. Et en termes de performance, il est 8 fois plus rapide qu'un CPU normal. Donc à quel point que c'est performant? Et TensorFlow a même fait des optimisations pour ce CPU. Donc en fait, pour reconnaître un teddy bear, un CPU normal, ça prendra à peu près 2000 millisecondes, et à peu près 2-3 secondes. Et puis sur un DSP normal, c'est 15 fois plus vite. Et donc avec toutes ces réflexions en tête, on a pensé que les datas que device mobile arrivent à collecter, ça représente un ensemble des choses fondamentalement différentes pour des algos de machine learning. Et ça aussi représente des nouvelles opportunités pour créer des applications différentes. C'est un peu comme donner des oreilles et des yeux à notre device mobile. Donc notre device mobile est capable de comprendre mieux le monde physique autour de nous. Avec toutes ces idées en tête, on a envie de jouer quelque chose un peu plus ludique. Et donc on s'est dit, on a toujours du mal à apprendre la langue étrangère. Quand tu commences à apprendre quelque chose, tu as du mal à dire même des objets de base. Et donc, l'application Magritte, c'est une application pour le but éducatif et pour apprendre la langue étrangère. Et donc, ceci n'est pas une bombe, c'est notre slogan. L'application contient plusieurs écrans. Premier écran principal, c'est l'écran principal. Deuxième écran, c'est le choix de langue. Donc, vous pouvez choisir le langage que vous allez apprendre. Et troisième écran, c'est l'écran pour choisir le type de vocabulaire que tu veux apprendre. Donc, on dira les fruits et légumes sont importants, il faut au moins manger 5 par jour. Donc, on a décidé de commencer par les fruits et les légumes. Et le dernier écran, c'est l'écran de reconnaissance. Il y a aussi un petit gamification dans cette application. Donc, une fois que tu as collecté tous les fruits demandés, tu peux débloquer le prochain niveau. Et donc, maintenant, je passe parole à Johan pour vous raconter un peu le début de cette histoire. Alors en fait, à Xavier, on est organisé sous ce qu'on appelle des fondations. Donc c'est plutôt des regroupements par appétence technique. Donc on a les mobileux, on a les data, on a le back, on a le cloud, etc. Et donc finalement, on s'est dit que selon ces différentes fondations, il y a moyen d'utiliser ces différentes connaissances pour faire des applications un peu amusantes. Donc finalement, on s'est réunis un mercredi soir, c'est un mercredi data. On a invité tous les gens de la Fondation Mobile pour, en fait, j'ai présenté ce que c'était TensorFlow, donc un framework pour du deep learning, montrer les applications qu'on peut avoir dessus et dans l'objectif de la soirée de builder l'application, la démonstration de TensorFlow pour reconnaître des images. Donc, on a commencé par compiler le projet d'exemple qui est fourni sur le GitHub de TensorFlow avec les outils Bazel. Bazel, c'est les outils de build qui est maintenu par Google. Donc, on a réussi à compiler le projet et ce soir-là, on a réussi à connaître les bouteilles de bière, les joysticks, et qui est apparemment des objets courants dans notre studio. Donc, à partir de là, on est agréablement surpris par le fait. Et en tant que dev Android, pour la première fois, j'étais vachement intéressée par le deep learning, mais je suis complètement noob. Je me suis dit, c'est trop cool, avec un data scientist, on peut tout faire. Il y a des neurones partout. Et on peut connaître tous les objets dans la vie, ça va être trop cool. Mais en fait, en réalité, je crois qu'il y a des modèles pour tous les objets, mais ce n'est pas le cas. Alors du coup, c'est là que j'interviens, parce que je t'explique qu'il n'y a pas forcément
des modèles pour tout. Un modèle, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a entraîné à partir des images, d'images d'entrée. Donc toi, la démonstration que tu as utilisée, c'était un modèle déjà entraîné sur certaines catégories. Donc pour t'expliquer comment on va créer nos propres modèles, je t'explique rapidement c'est quoi un réseau de neurones. Donc, en petit cours d'introduction au réseau de neurones, finalement, un réseau de neurones, c'est quoi? Vous avez à votre disposition une couche d'entrée qui va correspondre aux pixels de votre image, globalement, des couches intermédiaires qui vont représenter des features cachées, donc des représentations cachées de votre image en fonction de votre application, et finalement, les couches de sortie, ce sont les classes que vous souhaitez prédire. Donc si je prends une image de pomme, cette image, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre chacun de ces pixels, ça va être mes données d'entrée de mon réseau de neurones. Ensuite, pour passer d'une couche à l'autre, j'applique des différents poids qui vont me permettre de pondérer les valeurs de ces pixels pour ensuite parcourir au fur et à mesure mon réseau de neurones. Et alors, en sortie, j'obtiens des valeurs qui vont représenter des probabilités d'appartenance à chaque classe. Donc ici, j'ai 2 neurones de sortie qui vont correspondre à la classe pomme, à la classe banane. Et donc, mon modèle parfait ici, il me permet de prédire avec une bonne certitude c'est quoi ma classe. Et finalement, ça, c'est ce qu'on appelle un modèle entraîné. C'est-à-dire que les poids sont déjà à votre disposition, on sait déjà quelles sont les bonnes représentations pour vous. Donc comment est-ce que j'entraîne un modèle? Donc on va réfléchir un petit peu. Finalement, pour entraîner un modèle, ce que j'ai besoin, c'est de prendre mon architecture de réseau de neurones et je l'initialise avec des poids complètement aléatoires. Donc finalement, au départ, quand je prends mon image de pomme, ça va me donner des probabilités complètement délirantes. Mais c'est pas grave, je connais la vraie classe d'appartenance de mon image. Donc du coup, je connais une notion d'erreur. Et à partir de cette erreur, je vais mettre à jour de manière de la fin jusqu'au début, mettre à jour au fur et à mesure mes poids de mon réseau de neurones. Et je fais ça pour plusieurs images. Une nouvelle image va apparaître, je vais parcourir mon réseau de neurones, je vais prendre en compte les erreurs et mettre à jour mes poids. Et c'est comme ça du coup que tu peux mettre à jour et entraîner un modèle. Bon, en réalité, ça c'était quelque chose de très simple. Finalement, le modèle que tu as utilisé dans l'application de TensorFlow, ça ressemblait à ça. Donc finalement, il y a beaucoup plus d'opérations imbriquées, d'opérations de convolution, des opérations denses, etc. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment du deep learning. L'architecture du réseau de neurones est beaucoup plus complexe. Bon, c'est compliqué à entraîner, il faut beaucoup d'images, il faut beaucoup de temps pour les entraîner, mais on peut tirer parti des réseaux de neurones qui ont déjà été entraînés. Donc pour la démonstration, c'était un modèle sur un millier de classes. Donc on va prendre cette architecture, utiliser les poids déjà entraînés, et en fait on va se spécialiser uniquement grâce à la dernière couche, à notre application à nous. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser un modèle performant, spécialisé sur notre cas d'application à nous, donc sur des fruits ou des légumes. Et donc ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sauvegarder ce modèle pour l'utiliser dans l'application. La sauvegarde du modèle, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Sauvegarder le graphe d'exécution, toutes les opérations, et chacun des poids qui vont constituer chacune de ces opérations. Donc à partir de là, moi j'ai récupéré un fichier protobuf et un fichier de texte qui contient les labels liés avec ces modèles. J'étais content. Je l'ai utilisé dans mon appli d'exemple. J'ai remplacé le Inception 5H par le modèle UM m'a fourni, mais tout de suite j'ai chopé une exception en support de l'opération. Mais Johan, qu'est-ce que se passe? En fait, là, le problème, c'est que moi, pour entraîner un réseau de neurones, ce que j'ai besoin, c'est de me définir des opérations spécifiques à l'entraînement. Donc, des opérations pour l'entraînement, des opérations pour calculer des métriques, pour voir si je converge bien dans mon apprentissage. En fait, tout ça, c'est juste pour l'entraînement. J'en ai pas besoin pour la prédiction. Donc, je vais toutes les enlever et bien nommer mes entrées et mes sorties et n'utiliser que la phase qu'on appelle d'inférence, donc de traverser le réseau de neurones pour donner les résultats en sortie. Donc, en fait, là, on commence à se dire, je fais pas mal d'allers-retours, j'aimerais bien tester moi-même, j'entraîne un réseau de neurones et j'utilise dans une application. Ça doit être simple. Bon, finalement, en fait, quand j'essaye de me mettre en tant que développeur Android, j'essaye de regarder un tutoriel et il me dit, pour utiliser le mode développeur de l'appli Android, il faut appuyer 7 fois sur Build Number. Donc, je me dis, c'est n'importe quoi. Mais en fait, non, Ken m'a confirmé, il faut vraiment appuyer 7 fois sur ce bouton pour utiliser le mode développeur. Donc je me dis que j'ai encore vraiment du chemin à parcourir. Donc ça, c'était la fin de l'aventure en tant que dev Android pour Johan. À ce moment-là, j'ai commencé sérieusement à construire une application standalone. Donc on oublie Bazel, on va récupérer des artefacts qu'il a générés sur le Jenkins de Google. Donc il s'agit des points des librairies dynamiques et également en jar. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez faire une application Android telle quelle avec un fichier Gradle. Oubliez Bazel parce que ça prend 20 minutes pour builder. Et la première fois que je lançais l'appli pèse 80 mégas. Pour une appli mobile, on est tous conscients que la taille est très très importante.
Johan, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, tu m'embêtes parce que moi, en fait, quand j'entraîne un réseau de neurones, je m'en fiche complètement de la taille. C'est pas la taille qui compte. Mais quand j'entraîne, mon outil, c'est d'avoir un réseau de neurones hyper performant, peu importe la taille que ça prend. Donc, on va quand même réfléchir à qu'est-ce qui fait que ça pèse aussi lourd. Bon, quand on récupère une architecture de réseau de neurones comme ça, avec autant d'opérations, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut que je sauvegarde chacun des poids de chacune des opérations intermédiaires. Et donc ça, chacun de ces poids vont être sauvegardés en float 64 bits. Et donc, c'est plusieurs millions de paramètres à sauvegarder. Et donc forcément, ça fait une taille de 80 mégas. Ce qu'on va faire pour réduire la taille de l'application, c'est quelque chose de très simple. Chacune de mes valeurs que je vais stocker, je n'ai pas forcément besoin de savoir qu'avec une précision au 10 millième près, la valeur de mon poids pour traverser la zone neurone. Donc ce que je fais, c'est ce qu'on appelle la quantification. Je vais prendre chacune de mes étapes intermédiaires et je vais réduire l'information en disant 6,37, 26, etc. C'est 6,4. Je ne vais pas forcément impacter énormément les performances de mon modèle, mais par contre, je peux réduire drastiquement la taille de ce modèle. Donc ici, divisé par 4. Donc à ce moment-là, on peut vraiment construire une application sérieuse avec une taille de modèle modérée. Donc l'architecture sous le capot, vous connaissez tous la couche STK et la couche NTK. Donc à partir dans Camera Preview, on récupère les images de l'objet qui est en face de nous et on fait des traitements assez simples et on passe à la couche Journey de TensorFlow. Et à partir de là, on peut créer des tensors qui est l'input de modèles entraînés. Et grâce à un modèle entraîné par Johan, j'ai récupéré les résultats de reconnaissance avec les classifications et les confidences. Et du coup, à ce moment-là, je peux l'afficher sur mon UI pour informer l'utilisateur c'est quoi l'objet prédit. À ce moment-là, on peut faire plein de choses avec. Et comment ça se passe exactement l'échantillonnage de TensorFlow dans cette application? En gros, on récupère les images et puis on fait un crop central, carré, et puis on le retaille. Cette étape est très importante parce que la taille doit être exactement la même que les images utilisées pour entraîner les modèles. C'est pour ça qu'on peut le faire des reconnaissances dans le TensorFlow. Il y a aussi une étape de conversion de YUV à RGB. YUV, c'est le format par défaut de caméra Android. Et RGB, c'est le format qu'on utilisait pour l'entraînement des images. Et à partir de là, on peut enfin créer des tensors pour les TensorFlow. Ce morceau de code, c'est le morceau que j'ai récupéré depuis l'exemple de TensorFlow. Personnellement, je ne comprends pas vraiment, mais ça, c'est pour pouvoir créer un tensor de 3 dimensions, en gros. À partir de là, c'est bon. On peut avoir des résultats à ce moment-là. Et du coup, on a fini avec notre première expérience, c'est très intéressant, avec des fruits. Et du coup, à ce moment-là, on réfléchit à ajouter des modèles. Ouais, donc en fait, si je veux rajouter un nouveau niveau à mon application, donc le niveau légumes, encore un autre niveau par la suite, je dois rajouter un nouveau modèle. Là, on commence à se dire, si je dois ajouter un modèle à chacun de mes niveaux, finalement, je vais multiplier par autant la taille de mon application. Parce que si je rajoute un modèle à chaque fois qui fait 20 mégas, je vais vite exploser la taille de mon application. Du coup, on va réfléchir à une manière un peu plus intelligente de faire. Finalement, j'utilise toujours la même architecture de réseau de neurones parce que c'est toujours le même cas d'application. Je veux faire de la reconnaissance d'images. Donc je vais toujours utiliser la même architecture avec les mêmes poids pour toutes les étapes intermédiaires. Et c'est seulement la dernière phase, la dernière étape que je vais spécialiser pour mes cas de figure. Donc là, c'est juste de construire de manière intelligente le réseau de neurones pour que je ne sauvegarde qu'une seule fois tous les poids de l'étape intermédiaire. Et ensuite, j'ai plus qu'à sauvegarder les poids spécifiques aux fruits, les poids spécifiques aux légumes pour la dernière couche. Et donc, il suffit ensuite d'avoir un nommage intelligent et de pouvoir repérer ça dans l'application pour faire en sorte de débloquer uniquement le niveau fruits avec les labels associés aux fruits et le niveau légumes associé au niveau légumes. L'avantage de ça, c'est qu'on a isolé complètement des catégories. Donc, en fait, quand tu es en train d'essayer de connaître les fruits, on ne va pas avoir des tomates. Enfin, tomates, c'est un fruit ou légume. On ne va pas avoir des interférences qui viennent d'autres types de catégories. Donc, maintenant, c'est la démo time. Ce week-end, il faisait beau, j'étais chez moi. J'ai acheté des fruits, j'ai commencé à faire des reconnaissances. On va voir. Attends. Oups. OK, donc là, on lance l'application. On choisit le niveau fruits et on a à nos dispositions tout un ensemble de fruits. Donc ensuite, on passe sur les fraises. Il met un certain temps à focaliser. Une fois qu'il a trouvé, il va nous dire le nom dans le langage choisi du fruit. Tout est en AirPlay mode. Voilà, pas d'Internet. Le modèle est sur le device, donc aucun besoin d'aller chercher les modèles ou les images sur le cloud. Kiwi, c'est un peu tricky, on est obligé de le couper en deux. Sinon, parfois, il dit c'est un mangue. Sinon, c'est une mangue.
Donc là, c'est la démo en vidéo. Maintenant, je vais vous faire un démo en live. On a acheté des fruits, apparemment. Je vais juste récupérer mon visor. Est-ce que vous voyez tous? OK. Bon, là, c'est Marguerite. Hier soir, j'ai acheté le nouveau écran. Donc, c'est l'écran de langue. Donc, apparemment, j'ai travaillé jusqu'à 1h le matin. Donc, je pense, moi, je suis chinoise. J'aimerais bien plus de monde qui prenne le chinois. Donc, on va essayer d'apprendre en chinois. Ici, j'ai mon petit speaker qui est linké avec mon device pour que vous puissiez entendre. On va lancer. On va voir si ça marche. J'espère qu'il n'y a pas de... So, il a dit TTS OK, c'est juste pour m'informer que le TTS est bien initialisé. Voilà, ça c'est des bananas. Xiangjiao, ça veut dire banane en chinois. Vous êtes obligé de la croire. Hein. Eh, c'est vrai. Et ça c'est en pomme. On va voir. Voilà, pinguo, c'est pomme en chinois. Donc maintenant, vous savez comment dire banane et pomme en chinois. Donc en fait, comme vous pouvez voir, il y a différents types de fruits à reconnaître afin de débloquer du coup le prochain niveau qui est légumes. Donc ça, c'est un projet qui continuait. On aime bien faire venir plus de monde, surtout des designers, parce que j'arrive plus à trouver des belles images de légumes. On ne sait pas tout. On va finir par des prochaines étapes pour ce qu'on veut faire. Tac. Donc, on s'est dit, pour une application mobile, c'est mieux de demander le modèle en demand. C'est qu'on ne va pas embarquer deux modèles tout en coup dans l'appli. Donc, on va essayer de pooler les modèles depuis le cloud. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Et justement, début mars, pendant la conférence de Google Next, il y a quelqu'un qui a fait une présentation justement TensorFlow sur Android. Il a quasiment présenté la même chose que nous. Ça, c'est un chemin que j'avais vu depuis son prize. Donc, si ça vous intéresse. Et une autre chose qu'on voudrait tester, c'est ce qu'on appelle le federated learning. En fait, l'objectif, ce qu'on a dit ici, c'est que le modèle, il est directement sur votre device, donc il n'y a pas besoin d'aller regarder, mettre vos données à l'extérieur ou d'aller chercher le modèle à l'extérieur. Mais par contre, on veut toujours vouloir utiliser les informations de tous les utilisateurs pour améliorer les performances d'un algo. Donc, ce qu'on va faire, c'est votre algorithme, vous allez le charger dans votre device. À partir des données qui sont dans votre device, mettre à jour le modèle. Et uniquement les mises à jour, les updates du modèle vont être rechargées sur le cloud. Donc toutes vos données restent dans votre device, rien n'est porté à l'extérieur. C'est uniquement la mise à jour du modèle qui va être partagée par tout le monde. Et comme ça, tout le monde peut mettre à jour le modèle et utiliser les meilleures versions qui sont à jour. Voilà. Et ben voilà, on a fait le tour. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, et un petit pub pour notre nouveau jeu de Exebia, puis Beta Developer. Vous pouvez passer au stand pour le récupérer. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, ici. Les fruits et les légumes, c'est vraiment sympa. Est-ce que ça marche aussi bien avec les visages? Alors justement, si tu étais à la conférence qu'on avait fait l'année dernière à Exebia, j'avais fait une présentation sur la reconnaissance de sentiments. Donc c'était pas exactement la même architecture, mais l'idée est exactement la même. C'est du deep learning pour reconnaître le sourire, quelqu'un qui tire un peu la gueule. Et tout ce que tu as à faire, c'est de bien linker ton modèle avec. Moi, ce que j'avais fait, c'était en noir et blanc, donc faut faire les bonnes transformations dans le device. Mais c'est exactement le même principe, que ce soit des fruits, des légumes ou des sentiments. Tout ce qui va être de la reconnaissance d'image, j'ai besoin d'entraîner mon modèle spécifiquement pour ça. Et ensuite, je le mets à jour dans l'application. Également pour l'identité. Donc là, c'est pas seulement reconnaître une expression, mais vraiment une personne d'une autre. Ouais. C'est pas forcément le même objectif, pas exactement la même architecture. Ça va être plutôt des mesures de similarité avec une base de données que tu connais déjà de personnes qui sont connues. Et donc, c'est pas exactement le même principe. Là, on s'entraîne sur des classes déjà apprises, sur les fruits ou sur les sentiments. La reconnaissance de personnes, c'est j'apprends quelque chose à partir de la photo et j'ai une mesure de similarité pour identifier ça avec une personne. Ok, merci. Il y a des questions là-bas.
Du coup, TensorFlow, par curiosité, parce que je ne connais pas trop, c'est uniquement pour de la reconnaissance d'image ou est-ce qu'on Pas du peut tout. l'appliquer sur... Pas du tout, c'est machine learning généralisé, plus spécifiquement pour le deep learning, mais tu l'as pour la reconnaissance d'images, de texte, de son, et même pour du machine learning appliqué classique. D'accord, du coup, on pourrait appliquer à peu près ce qui se passe, ce que vous avez fait donc, sur le sample Migrate, sur l'app Migrate, pour faire de la reconnaissance sur du texte. Ouais, ou, tu peux faire de la génération de texte, tu peux faire de la reconnaissance de texte, de la traduction automatique. Tu peux faire tous les cas d'application tout ce qui est Google Translate ou Google Photos, etc. Tu peux les reconstruire et les mettre on device. D'accord, très bien. Merci. Merci.